À l'écoute des mondes marins, pourquoi faut-il en finir avec la pollution sonore qui étouffe les voix de l'océan ? Le monde du silence devrait être renommé monde du vacarme, pollué par les bruits impulsifs ou continus des activités humaines. Or, les espèces marines ont besoin de communiquer pour vivre, se reproduire, s'orienter, se défendre. Et puis la pollution sonore, au mieux les dérange, au pire les tue. À quelques jours de la Journée mondiale de l'océan, état des lieux, immersion et résultats d'enquête avec Laurence Paoli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des sciences de la vie de la Terre, autrice d'essais de vulgarisation scientifique, conférencière, et on vous doit le livre Le chant perdu des baleines, un livre paru chez Actes Sud. Bienvenue à vous et bienvenue à nos auditeurs. C'est le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes toujours en partenariat avec le journal Le Monde. Émission toujours préparée par Célestine Babinet avec la collaboration de Aurélie Marcet, Vanessa Chang, Anne Delaveau de l'INA et Zoé Fernandez de la documentation de Radio France. L'émission est réalisée par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Ludovic Auger. La preuve par l'image, ou plutôt par le son. L'équipage du catamaran Terre Marine souhaite démontrer à ses passagers du jour que le monde du silence est une fiction. Pour cela, pas besoin d'une longue navigation, le bateau se dirige sur le roc du Brescou, à quelques encablures du littoral. C'est une zone où on a des chances de pouvoir faire des écoutes parce qu'il y a beaucoup de vie, quoi. Arrivé au-dessus de la zone, cette scientifique déploie l'équipement de mesure. Il s'agit d'un hydrophone. Avec son association, ils en ont déployé dans toute la Méditerranée pour mesurer le bruit sous l'eau des habitants, mais aussi de leurs invités. Et l'idée, c'est d'aller essayer d'enregistrer tout type de sons, donc des sons de dauphins, des sons de poissons, des sons de crabes, de crevettes. Les crevettes font du bruit, les crabes font du bruit, les oursins font du bruit quand ils mangent. Et après, il y a l'homme qui fait du bruit aussi dans la mer et qui potentiellement peut avoir un impact sur ces animaux, notamment sur leur communication. C'est bien là que réside l'intérêt de ces mesures. Depuis une trentaine d'années, les recherches démontrent qu'il existe une véritable pollution sonore sous les mers. Extrait de reportage diffusé sur France 3 Occitanie le 4 avril 2019, des expériences dont vous allez nous parler, Laurence Paoli, car votre livre est aussi le résultat d'une enquête menée pendant 2 ans et qui vous a fait rencontrer une cinquantaine de spécialistes mondiaux de la bioacoustique et des voix de l'océan, des spécialistes que vous mettez en lumière et qui eux-mêmes nous permettent de mieux comprendre ces voix, justement, que l'on retrouve dans l'océan et dans les mers. Une prise de conscience, peut-être, qui vous a fait qui vous a donné envie peut-être de mener cette enquête, cette prise de conscience, est-ce qu'on peut la faire remonter à septembre 2006 à Hervey Bay, au large de la côte est de l'Australie? Tout à fait. Alors, il faut savoir, mon nom Paoli, et je suis corse, donc j'ai toujours vécu un pied sur terre et une palme dans l'eau. Mais donc, j'ai toujours vécu la tête sous l'eau. Et puis, à Hervey Bay, au large des côtes australiennes, je suis allée voir, comme beaucoup de gens, les baleines. Et puis, on les regardait, elles étaient curieuses autour du bateau. Nous, on poussait des cris, on était fous de joie, tous sur notre petit bateau. Et puis, à un moment donné, je suis descendue avec mon mari dans la cale pour aller chercher un truc dans mon sac. Et on regardait quelque chose tous les deux sur nos genoux et on s'est retourné en même temps vers le hublot et il y avait une baleine qui avait l'œil collé au hublot qui nous fixait avec une curiosité incroyable et on s'est regardé comme ça quelques secondes tous les trois et on n'en revenait pas, puis hop, elle a glissé derrière et on s'est dit mais elle est tout aussi curieuse de nous que nous le sommes d'elle et on se sentait vraiment dans son univers et c'était vraiment, cet échange de regards était assez incroyable et effectivement m'a beaucoup marqué et mon mari aussi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres moments qui vous ont marqué, qui du coup vous ont poussé à initier cette recherche qui n'était pas facile, loin de là? Non, elle n'était pas facile, loin de là, surtout pour un esprit comme le mien, comme je le dis souvent dans le livre, parce que je n'ai pas du tout un esprit logique. Oui, de par mon travail, je me suis beaucoup baladée en fait sur les mers et j'ai eu à cœur d'aller voir beaucoup les mammifères marins et je me suis très souvent posé la question du bruit qu'on faisait autour, entre autres dans la baie de Hong Kong, avec le dauphin rose, où je me disais, j'en ai vu les pauvres quelques-uns, et je me disais, mais c'est pas possible, il y avait la construction d'un pont monstrueux, il y avait des bateaux qui passaient partout, il y avait notre bateau qui était vraiment un assez gros bateau, et on les voyait là, et je me disais, mais ils fonctionnent avec le son, et ils ont besoin d'écolocaliser pour pouvoir chasser, comment arrivent-ils à survivre? D'ailleurs, ils arrivent très mal à survivre, et je me suis vraiment intéressée à ça. Puis j'avais vu passer quelques papiers, j'en parle jamais de ça
ça, mais il y a quelques années, j'avais vu passer quelques papiers sur la création en Bretagne de murs de bulles qui permettaient d'atténuer les bruits sous les eaux. Et je m'étais dit, mais s'il y a des recherches là-dessus, ça veut dire quand même qu'on commence à se poser des questions sur ce qu'on fait comme bruit sous les eaux. Et voilà. Et du coup, j'ai proposé ce sujet à Actes Sud qui m'a dit, bingo, c'était courageux de leur part. Hein, et je remercie Stéphane Durand parce qu'il s'est lancé là-dedans en me faisant confiance alors que c'était une enquête complexe et un sujet pas ultra sexy au départ. Et alors, du coup, il vous a fallu vous familiariser avec les différents types de sons parce que ces espèces émettent des sons différents. Ils communiquent par ultra ou infrasons, c'est ça? Tout à fait. Alors, il a fallu déjà comprendre, parce que j'étais partie évidemment sur les mammifères marins, les plus sympas, ceux que tout le monde connaît, et voilà, qui, eux, communiquent par ultra et infra. C'est-à-dire que les grandes baleines, les baleines à fanon, ce qu'on appelle les mysticètes, fonctionnent plutôt avec des infrasons, donc des sons très graves. Et les odontocètes, les cétacés à dents qu'on entend à la surface, les dauphins, les orques, etc., fonctionnent plutôt avec des ultrasons. Mais en travaillant et en allant voir des spécialistes des poissons, des spécialistes des crustacés, des spécialistes même des mollusques, etc., je me suis rendu compte en fait que le son est capital sous les eaux pour toutes les espèces marines et que Y compris les algues. y compris les algues qui subissent les contre-coups de mauvais sons autour d'elles ou de sons trop forts. Et que, effectivement, parce qu'en fait, sous l'eau, c'est une fois qu'on le dit, c'est évident, on voit pas super bien, on sent pas super bien. Alors, les requins sentent un peu loin, mais bon, quand même, ils sont privilégiés. Mais donc, le son va beaucoup plus vite que sur Terre. Et donc, en fait, les animaux marins ont besoin du son. Et il faut se rendre compte qu'on s'est rendu compte très tardivement qu'ils discutaient sous les eaux, ou qu'ils échangeaient, ou qu'ils communiquaient sous les eaux avec du son, parce qu'en fait, on ne les entendait pas. Nous, notre spectre sonore, il est entre 20 et 20 000 Hz. Eux, ils sont largement en dessous, largement au-dessus. Et donc, du coup, quand on mettait la tête sous l'eau, on n'entendait rien. Donc, on est parti du postulat que c'était le monde du silence, qui a été une profonde erreur. Alors, on parle de son, d'intensité, c'est-à-dire de volume, les modulations, la durée, la vitesse. Je ne vais pas vous entreprendre sur ce terrain qui est complexe, mais vous avez bien sûr cherché à comprendre pour mieux percevoir les difficultés aussi de ces espèces marines. On parle en décibels, c'est ça? On parle en décibels, tout à fait, ça c'est le volume. On parle en hertz, ça c'est la fréquence, et on parle en décibels, c'est le volume. Et donc c'est très important parce que les hertz, les animaux n'ont pas toutes, sont pas toutes sur les mêmes fréquences, ils n'ont pas tous le même volume, et surtout nous, on intervient a priori sur toutes les fréquences et avec des volumes qui sont parfois absolument surréalistes pour eux et qui peuvent les blesser ou les tuer. Et puis dans l'océan, le son varie selon la profondeur, la pression, la température, la salinité de l'eau. C'est beaucoup de subtilités qu'on n'imagine pas. C'est très complexe et vous avez beaucoup de gens travailler sur la propagation du son sous les eaux et faire des projections. C'est extraordinairement complexe parce qu'effectivement, tout dépend effectivement de la profondeur, de la salinité, du relief, des vagues, de ceci, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de physiciens qui bossent là-dessus avec les spécialistes des mammifères marins et de la faune marine. Et c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et alors j'ai essayé de comprendre les grandes lignes. Dieu merci, on m'a expliqué beaucoup de choses. Et puis je suis allée suivre des tutoriels pour les petites classes pour comprendre en fait tout ça. C'est passionnant, mais très difficile à comprendre et un peu complexe à expliquer. Alors, autre notion dont nous allons avoir besoin dans l'émission pour bien comprendre les effets, les conséquences sur les espèces marines, le sophare, c'est quoi ? Alors le sophare, c'est magique. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est magique. C'est le téléphone des grandes baleines. Alors, c'est pas ça à la base. Le sophare, c'est lorsque vous avez les eaux chaudes de surface qui rencontrent les eaux plus froides du fond, là où la lumière, en fait, n'arrive plus. Vous avez une sorte de canal physique, au sens physique du terme, qui se crée, en fait, parce que la pression change, la salinité change. Et donc, la vitesse du son à cet endroit-là va se ralentir un tout petit peu. Et donc, se crée un canal virtuel. Et lorsque vous avez des basses fréquences, parce que les hautes fréquences sont très courtes physiquement parlant. Lorsque vous avez des basses fréquences qui sont très longues, qui sont kidnappées par ce canal sophare, c'est-à-dire qui arrivent dans ce canal sophare, imaginez une grande baleine. Elle balance du son dans tous les sens et hop, vous avez une onde sonore qui va passer dans le canal sophare. Eh bien, cette onde, quand elle y va rester prisonnière de ce canal et va circuler comme ça tout le long de ce canal à des milliers de kilomètres, sans perdre de qualité de signal. Ce qui veut dire en fait que les grandes baleines, et ça je dis toujours ça parce que c'est extraordinaire, qu'on imaginait être des animaux un peu solitaires pour certaines d'entre elles, dans cet immense océan, ne sont pas si solitaires que ça parce qu'elles se parlent à travers le sophare. Alors, comme me disait Kate Stafford, qui est la spécialiste des baleines bleues et des baleines boréales, américaine, mais qui parle merveilleusement bien français, elle me disait, mais en fait, elles vont pas se raconter la dernière recette du jour, on parle des philosophies, elles, parce que c'est quand même trop complexe à des distances immenses, elles vont simplement s'envoyer un message pour dire, je suis là, tu es là. D'accord. Et elles peuvent se rejoindre de cette façon-là. Mais donc, elles ne sont pas seules par le son, elles se parlent à des distances infinies.
l'infini. Et ça, c'est le canal SOFAR que nous, les humains, on a occupé avec des hydrophones pour écouter, en fait, la navigation, entre guillemets, ennemie et pour écouter les sons sous les eaux. Et nous allons voir de quelle façon est-ce que les militaires se font prendre justement dans ce canal SOFAR. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment rencontré énormément de spécialistes, dont la bioacousticienne Charlotte Curé. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage produit par Le Monde le 10 février 2020. Au quotidien, quand on est un dauphin ou une baleine, on émet des sons, comme ça. Ça sert à communiquer, à trouver de la nourriture, à séduire ou à avertir ses copains de la présence d'un danger. Bref, à remplir des fonctions vitales. Sauf que parfois, ces vocalises peuvent être parasitées par des bruits extérieurs. Fermez les yeux et écoutez. Là, ce sont des dauphins qui communiquent. Et voici ce qu'il se passe quand un sonar résonne au fond de l'eau en même temps. Ils ne s'entendent plus. Et en fonction du bruit, ça peut avoir des conséquences. Il y a d'une part des effets sur la physiologie des animaux, des effets de stress, des baisses de l'audition qui vont être transitoires ou permanentes, mais aussi des lésions au niveau des tissus, des embolies, etc. Et puis il y a des effets qu'on va retrouver sur le comportement des animaux, où il va y avoir par exemple des animaux qui vont arrêter de se nourrir pendant des temps plus ou moins longs, des animaux qui vont quitter des zones de reproduction ou qui vont se séparer, se disloquer de groupes sociaux où ils ont l'habitude d'être en cohésion normalement. En vrai, ça donne ça. Les petits points de couleur, ce sont des cétacés identifiés grâce à des balises GPS. Donc là, il y a une transmission de sonar qui commence et on voit bien donc, que les animaux sont en train de quitter une zone d'alimentation où normalement ils sont censés rester et s'alimenter. Et donc on peut imaginer que voilà, à l'échelle des populations, ces animaux fuient, en fait, désertent des zones fonctionnelles très importantes. France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau. Laurence Paoli, Charlotte Curé, c'est une bioacousticienne assez incroyable qui vous a beaucoup aidé aussi dans votre quête. Tout à fait. Enfin, j'ai rencontré parce que il y a les gens qui sont capables, qui ont le temps et qui sont capables de communiquer. En fait, vous avez des gens comme François Sarano, vous avez des gens comme Olivier Adam qui sont des chercheurs top, mais qui communiquent. Puis vous avez des gens moins connus comme Charlotte qui communiquent un peu, mais qui font un travail de fond aussi extraordinaire, ou comme Flore Saint-Maran. Charlotte, elle envoie des playbacks en fait dans l'eau. Elle enregistre des sons, elle envoie des playbacks et elle voit les réactions des différentes espèces. Elle se fait une banque de sons comme ça, absolument incroyable. Et on est en train de l'appeler de plus en plus pour essayer d'éviter, lorsqu'on voit des animaux qui se rapprochent trop des côtes, des groupes d'animaux et tout, pour essayer d'éviter les échouages, pour qu'elle puisse balancer les sons, soit qui les repoussent de la côte, soit qui les attire vers le large, parce que justement, elle peut dire c'est tel groupe, telle espèce, tel type de son. Oui. Et c'était une musicienne soliste de violon extraordinaire qui a bifurqué vers la biologie, comme beaucoup de bioacousticiens. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'on découvre dans votre livre, c'est que avoir l'oreille musicale peut servir quand même à décrypter ces vocalises. Ça aide, et puis ça aide à lire les sonogrammes. Moi, je regarde un sonogramme, franchement, c'est barbare pour moi, tandis qu'elle le regarde, elle voit une partition. Ouais. Ça change tout. Alors, est-ce que toutes les espèces entendent et émettent des sons et ces sons, finalement, ils remplissent quelle fonction ? En fait, les espèces, si on prend les mammifères marins, on va dire les plus évolués, et spécifiquement les cétacés, ils vont émettre des sons pour communiquer socialement, pour se donner des informations, pour élever leurs petits, pour se passer des messages de tendresse, pour se passer plein de choses. Ceux à dents vont aussi écolocaliser grâce au son, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, comme ça, chasser, repérer le relief sous l'eau, etc. Enfin, donc c'est fondamental pour eux, que ce soit socialement ou pour se nourrir, de pouvoir entendre et communiquer par le son. Si vous prenez les poissons, les crustacés, on va être sur une communication beaucoup plus rudimentaire. Comme le disait Éric Parmentier, qui est le grand spécialiste des poissons actuellement, en fait, ils communiquent en général pour la reproduction, pour chasser ou pour se donner des avertissements pour ne pas qu'ils s'approchent. Et les crustacés font un peu la même chose. On est vraiment sur quelque chose vraiment de
très basique, mais d'important. N'approche pas de là où je suis, tu me plais, je te mangerai bien, ou je ne veux pas être mangé. Donc voilà, ça c'est cette communication-là. Et si vous prenez les mollusques, eux en fait, ils ne communiquent pas, mais ils tiennent compte du mouvement de l'eau, enfin du son, envoyer ces ondes sonores, du mouvement mécanique du son. Et pour eux, ça les renseigne quand même sur ce qui s'approche d'eux, un prédateur ou une proie éventuelle. Voilà. Et chaque espèce possède son propre répertoire. Je vous propose d'écouter le son d'une espèce et vous allez certainement la reconnaître tout de suite. Si. C'est du cachalot, c'est Olivier Adam qui m'a très gentiment donné ses sons. Merci Olivier. Les cliquetis des cachalots, et c'est vrai que... c'est les codas en fait, ouais. C'est les clics des cachalots, qui est comme le marsouin qui ne fonctionne que par clic. C'est une baleine à dents, enfin un cétacé à dents, mais il ne fonctionne que par clic et pas par sifflement. Alors pour rentrer encore plus dans la complexité de ce monde sous-marin, il existe près de 44 000 monts sous-marins sur lesquels les ondes peuvent rebondir. Donc Tout à fait. on peut dire que pour eux, se reconnaître dans cette communication, ce n'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile, mais on sait aussi, par exemple, qu'on dit que les grandes baleines, les baleines à fanon, n'écolocalisent pas, ce qui est certain, mais ce qui est certain aussi, c'est qu'a priori, grâce aux sophares et aux sons qu'elles envoient, elles arrivent quand même visiblement à repérer les monts sous-marins et à s'orienter sur les monts sous-marins. Et donc, ça doit leur servir de balise, en fait, pour leur chemin de migration. On ne sait pas trop comment encore, mais puisqu'encore une fois, elles ne sont pas équipées comme les cétacés à dents pour cette écolocalisation, mais clairement, elles fonctionnent en repérant parfaitement où sont les monts sous-marins qui les intéressent. Donc, doit bien y avoir quelque chose qui se passe avec cette projection du son qu'elles font à travers le canal sophare et qui leur revient d'une façon ou d'une autre. Donc elles utilisent historiquement, Laurence Paoli, depuis quand sait-on que ce monde du silence est en réalité une symphonie avec un véritable orchestre du vivant océanique? Alors l'orchestre, c'est Bernie Krause, qui était un grand bioacousticien qui a utilisé ce terme en 81, un peu plus tard. Il a même créé les termes de géophonie, ce sont les sons de la terre, des tremblements de terre, des galets, du vent, de biophonie, c'est le son de tout ce qui vit, et d'anthropophonie, c'est le son des humains en fait. Mais c'est à la Seconde Guerre mondiale qu'on a commencé à s'intéresser à ce qui se passait sous les eaux en termes de son, parce que les sous-mariniers commençaient à entendu des sons qui les ont absolument affolés, où ils se sont dit que l'ennemi avait créé un nouveau morse, jusqu'au moment où ils se sont dit, en fait, non, pas du tout, ce sont des sons biologiques, et c'était a priori probablement les crevettes pistolets. Et puis toujours à la Seconde Guerre mondiale, vous avez des mines flottantes qui sont mises à sauter en rafale sur les abords des côtes. Là aussi, on s'est dit, bateaux fantômes, où sont-ils? Et on retrouvait des cadavres de truites de mer tachetées qui flottaient tout autour. Et puis en fin de compte, c'était ces animaux qui, au moment du frais, poussaient des cris en passant à côté des mines et sautaient avec les mines. Donc ils se sont dit, là, les militaires, non, là, ça va pas être possible de continuer comme ça, on court à la catastrophe. Ils ont demandé à une jeune femme qui était une biologiste de renom et qui s'appelait Marie-Paulante Fisch, je dis toujours que c'est un nom prédestiné, d'aller essayer de répertorier les sons biologiques sous les eaux. Et elle a répertorié comme ça plein de sons de poissons. Je vous dis peut-être une bêtise, je crois que c'est 180 sons d'animaux. Elle les a décrits très précisément pour que les sous-mariniers, quand ils entendent ça, se disent, là, baleine, là, crevette pistolet, là, hippocampe, là, je ne sais quoi, et puis les évacuer immédiatement sans avoir peur. Donc on a commencé comme ça sur les poissons, puis après on s'est surtout reporté beaucoup sur les baleines, et ça c'est toujours l'armée qui s'est intéressée aux baleines, mais à des fins militaires en fait, pour essayer de dresser quand je dis les baleines, c'est plutôt les dauphins, pour les dresser, pour aller poser des mines ou espionner, etc. Donc dans les années 60, on s'est intéressé au langage des dauphins, on a surtout essayé de leur apprendre à parler anglais, ça c'était John Lilly, donc c'est très anthropocentré. On s'est intéressé après au langage des orques, qui est extrêmement complexe, et puis petit à petit, effectivement, on a avancé, et c'est un monsieur qui s'appelle Roger Payne qui a fait une avancée phénoménale, parce qu'il faut savoir que jusqu'ici, on chassait énormément les grandes baleines, on les chassait pour leur viande, leur fanon, leur huile. On avait même la Commission baleinière internationale qui avait été créée, mais qui à l'époque avait été créée pour gérer les stocks de baleines, c'est-à-dire pour dire, vous pouvez en tuer
tant que vous voulez, pour cette espèce et pour cette espèce, il en reste autant. Alors, dans les années 70, la Commission baleinière internationale a commencé à sortir un document en disant, attention, là, on est en train d'épuiser les stocks et on est en train de mener à leur extinction toutes les espèces de grandes baleines. Et puis, ce monsieur Payne, en question, c'était un spécialiste des chauves-souris et de l'écolocalisation des chauves-souris. Et il s'est intéressé naturellement derrière aux dauphins et il s'est intéressé ensuite au champ des grandes baleines et entre autres au champ des baleines à bosse, puisqu'il avait obtenu d'un monsieur qui s'appelait monsieur Wellington, il avait obtenu des champs de baleines à bosse déclassifiés qui avaient été enregistrés par l'armée. Et à partir de là, c'est toute l'histoire de ce disque incroyable, Songs of the Humpback, c'est ça, Humpback Whale. 34 minutes, fait uniquement d'extraits de vocalises d'animaux marins, qui va se vendre dans les années 70. Alors à 125 000 exemplaires, ça paraît peu, mais à l'époque, c'était énorme, et qui va inspirer aussi des artistes comme Kate Bush, Judy Collins, Pete Seeger et des compositeurs aussi. Un disque qui va être même embarqué par la sonde Voyageur en 1977. Je vous propose peut-être d'en écouter un extrait. Allez, on part en balade. La balade pour les 3 baleines. Exceptionnel, hein, Laurence Paoli. Exceptionnel et qui a changé complètement notre regard sur ces animaux parce que ce qu'il a dit, Payne, à cette époque, il a sorti son disque, mais il a sorti aussi un article scientifique qui a fait un tabac, où il a dit, mais ce ne sont pas de simples appels ni de simples chants, ce sont des chants extraordinairement structurés avec des phrases répétitives qui ressemblent à nos chansons humaines. Ce qui veut dire que ces animaux sont doués d'une culture et que ces chansons sont composées et servent à quelque chose. Et donc on est passé de ce regard sur ces animaux énormes qu'on consommait à tout d'un coup se dire, mais ce sont des animaux qui ont une culture, qui ont peut-être une conscience, qui nous ressemble beaucoup plus qu'on l'imagine. Et à partir de là, il y a plein de mouvements qui sont sortis pour protéger les baleines. Et on est arrivé au final, en additionnant plein de choses, il y a eu Sea Shepherd, il y a eu beaucoup de choses qui sont mises en branle. On est arrivé à l'interdiction de la chasse à la baleine. Mais ça a démarré avec tout d'un coup cet élan émotionnel qu'on a eu vers ces animaux où on s'est dit, mais ils sont peut-être quelque part un peu comme nous. Parce qu'on s'est mis aussi à comprendre qu'il y avait là une communication élaborée, évolutive aussi. Les sons émis ne le sont pas de la même façon selon le moment de la journée. Donc ça veut dire qu'il y a parfois des pics de parole et puis à d'autres moments, on n'aimait pas les mêmes sons. Alors surtout évolutif dans le sens de ce que disait Payne, et c'est sa femme qui l'a découvert plus tard, c'est qu'en fait, vous avez toutes les baleines à bosse mâle chantent exactement la même chanson. Et puis vous en avez une qui va chanter différemment. Elle va, au lieu de faire tadadat, elle va faire tidilit sur une phrase. Et bien en quelques semaines, voire quelques mois, ça je ne sais pas, et bien toutes les baleines à bosse mâles de tout l'océan vont reprendre cette modification et vont rechanter cette nouvelle chanson. Et ça change comme ça pratiquement tous les ans. Et donc du coup, c'est évolutif et c'est culturel. C'est culturel puisqu'elle se passe l'information. Et quand vous parlez, on ne chante pas de la même façon, etc. Ça, c'est un peu autre chose. C'est qu'à cause du bruit que nous faisons, nous, le bruit d'origine anthropique, les grandes baleines sont en train d'essayer de modifier un peu les fréquences sur lesquelles elles changent, de pas tout à fait chanter au même moment. Parfois, il y en a maintenant, on estime qu'elles sautent hors de l'eau et qu'elles font des splatchs, probablement pour envoyer des signaux sonores qui remplacent leurs appels si ceux-ci sont couverts, etc., etc. Donc, notre bruit perpétuel sous les eaux oblige ces animaux qui sont donc intelligents et qui sont capables d'évoluer et de s'adapter à adapter leur chant pour que celui-ci puisse encore être entendu. Et alors, il faut considérer d'autres espèces parce que, comme vous le disiez, on focalise effectivement sur ces grands cétacés la plupart du temps. Vraiment, il y a des chercheurs que vous avez rencontrés qui travaillent sur beaucoup d'autres espèces marines. Il y en a une un peu plus connue, bien sûr, le manchot empereur. Vous en parlez parce qu'il a une identité individuelle. On l'imagine, lui, après la ponte de l'œuf par la femelle, qui le couve pendant que sa femelle part quelque temps, 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus. En tout cas, 60 jours, je crois. Je sais plus non plus. Ça. J'ai pas... Pour trouver de la nourriture, en tout cas reprendre des forces. Et quand elle revient, il est, lui, quelque part noyé dans la masse de tous les manchots et avec son cri, c'est une identité vraiment qui permet de... Alors, ils peuvent se retrouver.
En fait, alors le manchot, c'est très particulier. Je vais rentrer dans un truc un tout petit peu technique. En fait, les animaux, pour se reconnaître entre eux, pour reconnaître... Imaginez, là, je reviens sur le manchot après. Récif corallien. Vous avez plein de sortes de poissons, d'espèces de poissons différentes qui sont sur le même récif et qui l'habitent. Et s'ils parlent tous en même temps, sur les mêmes fréquences, personne ne va entendre le signal qui le concerne, c'est-à-dire celui de son espèce. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au cours des millénaires, ces animaux qui partagent le même écosystème, on va dire, vont avoir appris à parler sur des fréquences différentes ou pas aux mêmes horaires. C'est-à-dire qu'Éric Parmentier m'expliquait que sur un récif corallien, vous pouvez avoir une espèce de poisson qui parle à 10h du soir, une autre qui va parler à minuit, une autre à 4h du matin. Comme ça, tout le monde s'harmonise et s'entend. Ce qui se passe pour les manchots empereurs, c'est qu'ils ont à peu près tous le même discours. Ils ont les mêmes vocalises, mais la syrinx de ces animaux permet d'avoir des battements un tout petit peu différents, propres à chaque individu. Et en fait, une fois que le couple est formé, ils se repèrent de cette façon-là. Donc, ils arrivent à identifier le signal sonore de l'autre de façon extraordinairement précise. Alors, puisque le sujet aussi de l'émission, c'est la pollution sonore, une cacophonie sous-marine que nous produisons avec nos activités. Commençons peut-être par l'activité la plus évidente, les bateaux. Parlez-nous peut-être justement de cette cacophonie. Quels sont ces sons, comment ils viennent perturber les niveaux aussi de décibels? Est-ce que vous avez pu faire un tri Oui. Parce qu'il y a beaucoup de sources de pollution. Il y a beaucoup de sources de pollution. La plus chronique, la plus délétère actuellement, étrangement, c'est celle du trafic maritime. Le trafic maritime est allé en augmentant d'une façon absolument invraisemblable. Vous avez 90% du commerce mondial qui passe par les bateaux et qui a pour 80% de sa valeur. Vous avez plus de 100 000 bateaux qui sont de plus de 100 tonnes de jauge brute, c'est-à-dire des trucs énormes. Les porte-containers peuvent faire 400 mètres de long, 60 mètres de large et avoir 23 000 containers dessus. On est sur plus de 3 millions de bateaux de pêche motorisés, 30 millions de bateaux de plaisance. Bref, on imagine bien que tous ces bateaux à la surface de l'eau font un bruit constant, ce qu'on appelle un bruit rayonné. Et donc, en fait, c'est comme quand nous, on est dans une salle de concert ou un bar bondé. Si on essaye de parler à son voisin ou à quelqu'un, on y arrive très difficilement parce qu'il y a un tel brouhaha sonore que c'est pas possible. Et pour en revenir à ce que j'expliquais tout à l'heure, les animaux, ils ont le temps de s'adapter pendant des millénaires parce qu'ils s'entendaient entre eux. Tandis que nous, l'humain, avec nos oreilles qui n'entendent rien de ce qu'ils disent, on a fait du bruit à la surface des océans de façon complètement anarchique, sans tenir compte du tout de leur existence. Et donc, du coup, actuellement, ce bruit des bateaux qui couvrent l'océan masque la communication sonore des animaux. C'est-à-dire qu'il ne va pas les tuer, il va les tuer à petit feu, mais il va les empêcher de communiquer entre eux. Ils ne vont plus s'entendre se parler. Et ça, c'est très, très, très problématique. Voilà. Et puis, vous avez un dernier point, c'est que les hélices des bateaux peuvent caviter. Alors, c'est un terme technique. Une hélice, classiquement, elle va faire des bulles. Donc, ces bulles vont faire énormément de bruit. Mais une hélice mal réglée, ou qui est un peu gauchie, ou qui est salie, etc., va faire beaucoup plus de bruit et de bulles. Et donc, du coup, va faire un bruit absolument effroyable au fond des eaux. Voilà. Donc ça, c'est le trafic maritime. Alors, vous citez tous les bateaux, pétroliers, vraquiers, tankers, rouliers, transbordeurs, paquebots, porte-conteneurs, vedettes, les câbliers, les navires de pêche, les bateaux de plaisance, les navires océanographiques, etc., etc. Là-dessus, quand même, depuis la première révolution industrielle, d'autres activités humaines se sont accrues et sont venues aussi perturber l'océan, avec la machine à vapeur, l'extraction minière et pétrolière, l'apparition de l'électricité, les transports, le téléphone, le télégraphe, puisque les câbles passent aussi, donc ce sont des travaux, les prospections sismiques, le développement du commerce maritime, bien sûr, les aménagements portuaires, les éoliennes offshore, tout cela sans oublier l'accroissement de l'espèce humaine. Tout à fait. L'accroissement de l'espèce humaine, c'est plus de commerce de toute façon, plus de présence sur les eaux. Et puis, alors là, on parle donc du trafic et du bruit continu qu'on fait. Mais ce qu'on fait aussi, ce sont des bruits impulsifs très forts, effectivement, qui sont la prospection sismique, qui sont les chantiers portuaires, les implantations d'éoliennes offshore et puis les sonars militaires. Et c'est justement... si on reprend les choses chronologiquement, c'est plutôt ces bruits impulsifs extrêmement forts qui ont commencé à alerter la communauté scientifique parce qu'en fait, ils sont létaux dans certains cas, et ils peuvent provoquer des échouages massifs de mammifères marins avec des blessures internes dans l'oreille interne ou carrément des accidents de décompression qu'on a découvert très tardivement qui les tuent en fait. Et donc du coup, ces échouages ont fait que les grandes associations comme IFO, Greenpeace, etc. ont commencé à se pencher sur le problème et ont commencé à pointer du doigt ça en disant mais à chaque fois qu'il y a un échouage, en fait, grosso modo, il y a un exercice militaire à côté.
Donc même si le lien de cause à effet n'est pas forcément fait de façon très scientifique, il faut quand même se dire à la longue que si c'est toujours concomitant, c'est que c'est forcément lié. Et oui, vous parlez de C'était les certains. années 80, voilà. Oui, vous parlez de certains de ces échouages, notamment un échouage qui a eu lieu les 12 et 13 mai 1996. Alors, 12 baleines de Cuvier viennent s'échouer le long de 39 km de côte grecque. Et dans les mêmes moments, il y avait des exercices militaires avec des tests de sonar actifs émettant à basse fréquence. En mars 2000, de la même façon, 16 baleines retrouvées mortes ou agonisantes sur des plages aux Bahamas. Et un accident survenu dans une zone où 5 navires militaires utilisaient des sonars à moyenne fréquence, etc. La corrélation va se faire et par chance, beaucoup vont se mettre autour de la table, essayer de trouver des solutions. Nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission, mais auparavant, je vous propose peut-être d'écouter votre choix musical qui n'est pas bénin et sans lien, justement. Vous avez choisi, Laurence Paoli? Pixies, Where is my mind? Ouais. Et donc, la raison? La raison, en fait, parce que il parle d'un petit poisson, il nage et hop, il rentre dans un petit poisson qui essaye de lui parler. Et puis pendant toute l'écriture des livres, je me disais aussi, j'écoutais ça en riant, en me disant, mais qu'est-ce qui m'a pris d'écrire ce livre qui est tellement compliqué à faire, en même temps tellement passionnant. Et donc, je dirais que cette chanson illustre parfaitement mon état d'esprit pendant l'écriture. Le petit poisson, vous pensiez au goby ou pas? Oui, je peux penser au goby, tout on à peut fait. l'écouter, peut-être le goby, non? Ouais. Écoutons-le avant d'écouter le choix musical, ce goby-là. Et c'est bien un goby et pas une grenouille. Voilà, ce petit poisson vous a donné envie de nous proposer Pixies, Where is my mind, c'est ça? France Culture, de Cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. C'était les Pixies, Where is my mind? Eh bien, votre esprit à vous, je pense, c'est complètement sur France Culture. C'est la suite de Cause à effet, le magazine de l'environnement. Et à l'occasion de la journée mondiale de l'océan, nous vous invitons à écouter les mondes marins. Pourquoi faut-il en finir avec la pollution sonore qui étouffe les voix de l'océan? Réponse avec notre invitée, Laurence Paoli, spécialiste des sciences de la vie et de la Terre. Elle est aussi autrice d'essais de vulgarisation scientifique, comme son dernier livre, Le chant perdu des baleines, paru chez Actes Sud. Qu'est-ce qu'on entend, Laurence Paoli? Le Skate Stafford baptise la jungle. En fait, c'est des sons dans l'Arctique au printemps. Alors, je ne peux pas vous dire quelles sont les espèces. Elle m'avait envoyé ça pour me dire, comme quoi, quand on dit que c'est silencieux... L'Arctique. Voilà. Il y a vraiment aussi un volet que vous mettez en lumière, c'est l'évolution de la technologie qui permet aujourd'hui des captations sonores
formidable. Peut-être que vous pouvez nous faire des retours de terrain sur cette technologie ou ces technologies que vous avez observées. En fait, il faut se rendre compte encore une fois qu'on a mis énormément de temps donc, à imaginer que les animaux tout court étaient doués d'intelligence, de conscience, de communication, etc. Les animaux marins, ça a mis encore plus de temps. Mais pourquoi ? Parce que, on ne les entendait pas, certes, mais on ne les entendait pas parce qu'on n'avait pas les outils pour le faire. Et on a développé ces outils donc déjà à la surface, pour aller étudier surtout les oiseaux dans un premier temps. Et puis, il a fallu inventer des choses pour aller sous les eaux. C'est très compliqué pour nous. Les animaux plongent très profondément. Lorsque vous enregistrez un oiseau à la surface dans son arbre, là, et vous le voyez, son comportement en même temps. Donc, vous pouvez vous dire que s'il fait tel bruit pendant qu'il est en train de couver ou pendant qu'il est en train de nourrir ses petits ou qu'il appelle sa femelle, ça correspond à quelque chose de précis. Lorsque vous enregistrez un mammifère marin sous les eaux, si vous n'avez pas en même temps le comportement, vous avez juste un son et ça ne correspond à rien. Donc, il a bien fallu développer ces fameux outils, d'une part pour les enregistrer, ensuite pour pouvoir les filmer. Maintenant, on arrive à poser des balises qui permettent de mesurer leur vitesse, la profondeur à laquelle ils vont, leur battement cardiaque, etc. Et tout ça, ça permet aux scientifiques, en croisant les informations, de se dire, écoute, tel cri, c'est un cri de chasse, tel cri, c'est un cri de reconnaissance. Ce cri-là ou cet appel-là, c'est au moment du petit, auquel retrouve son petit. Fabienne Delfour m'expliquait qu'effectivement, on sait maintenant que les dauphins ont un cri de victoire lorsqu'ils attrapent un poisson. Donc, il y a tous les cris de chasse. Et puis, hop, on sait, les scientifiques qui les enregistrent savent que ce cri-là veut dire « ça y est, je l'ai ». Les dauphins aussi ont un sifflement qui signe leur nom. Donc, ils s'appellent où ils donnent ce nom. On commence à comprendre plein de choses. On ne sait pas grand-chose encore, malheureusement, sur tout ça, parce que il faut se dire que pour comprendre le langage d'une espèce, il faut peut-être être capable de se mettre dans sa tête, dans sa sensorialité. Et vraiment, la sensorialité des animaux qui vivent sous les eaux est quelque chose qui nous est très étrangère. Très étranger. Donc, il y a vraiment un travail monstrueux à faire, encore d'études, pour comprendre toutes ces espèces animales et la façon dont elles fonctionnent et comment elles envisagent l'univers autour d'elles. Beaucoup de recherches encore à mener et beaucoup sont en cours d'ailleurs. Nous aurons l'occasion d'en parler. Ce que vous nous dites, en fait, Laurence Paoli, c'est qu'on doit avoir une humilité aussi totale, nous, humains, devant leurs capacités, leurs facultés. Et puis aussi, vous le soulignez, devant la longévité de certaines espèces. J'ai relevé des espèces et la longévité. Alors, un morse vit 40 ans, une tortue lutte 50 ans. En moyenne, un homard américain 70 ans, une orque femelle, un esturgeon blanc ou un oursin rouge géant 100 ans, une baleine boréale 200 ans. 2 femelles requins du Groenland ont été pêchées accidentellement. Elles avaient plus de 300 ans. Une cyprine nordique, alors je ne sais pas ce que c'est ça, extraite des eaux. C'est un coquillage, extraite des eaux islandaises est morte à l'âge de 507 ans. Et une éponge a vécu 11 000 ans. En fait, je soulignais ça pour dire qu'en fait, certains de ces animaux ont vécu dans un océan relativement calme en termes de bruit, avant de se retrouver plongés petit à petit dans quelque chose d'extraordinairement bruyant. Et ça, c'est très important. Et d'autres, malheureusement, font les frais de ce monde extrêmement bruyant. En Nouvelle-Zélande, des centaines de volontaires au secours des baleines. Sur les 400 animaux échoués vendredi, seule une centaine de cétacés seraient encore en vie. Le temps presse, le soleil et la chaleur compliquent la tâche des sauveteurs. La marée est arrivée très vite et c'est la course. On a de l'eau jusqu'aux genoux, certains en ont jusqu'à la taille. Ça commence à flotter un peu. On aide les baleines pour qu'elles puissent respirer en attendant qu'il y ait assez d'eau pour qu'elles puissent nager. Ce samedi, une partie des sauveteurs a aussi tenté d'empêcher que 200 nouvelles baleines ne viennent à leur tour s'échouer sur cette plage. Reportage diffusé sur Euronews le 11 février 2017. Laurence Paoli, aujourd'hui on sait qu'il y a des effets, des activités et des nuisances qui ont été répertoriés dans la liste des perturbateurs et pollutions sonores sur ce monde vivant marin. Nous en avons évoqué quelques-uns. On peut peut-être en lister un peu plus pour montrer de quelle façon est-ce qu'il y a des dégâts, en tout cas relevés et confirmés par les chercheurs. En fait, ce qu'on sait maintenant par rapport
par exemple, alors je ne sais pas si cet échouage-là était lié au bruit ou pas, parce qu'en fait, quand vous faites un bruit très fort, vous pouvez effrayer des animaux qui vont se précipiter dans une direction dans laquelle ils ne doivent pas aller, se rapprocher dangereusement des côtes, et puis se mettre dans une situation de danger et s'échouer. Alors ces animaux-là, dans ces cas-là, on a une chance de pouvoir les remettre à l'eau pour qu'ils repartent, et justement, c'est là qu'on peut faire appel à quelqu'un comme Charlotte Curé pour essayer de les réattirer à l'extérieur, parce qu'ils ne sont pas blessés. Ils sont effrayés et ils sont mis en danger. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que vous avez aussi des animaux qui sont blessés irrémédiablement par les sons très forts, parce que ce qu'on ne savait pas, on l'a découvert entre 2011 et 2019, c'est que les baleines conscientisent bien leur plongée, c'est-à-dire que si elles ne sont pas faites génétiquement pour aller au fond des eaux et que tout se passe bien, elles vont volontairement, entre guillemets, ralentir les battements de leur cœur, prendre plus ou moins d'oxygène dans leurs poumons, descendre par palier, remonter par palier. Tout ça, ça se passe très bien, c'est très harmonieux, et donc du coup, elles ne vont pas faire de bulles d'azote. Et puis, tout d'un coup, elles vont entendre un bruit épouvantable sous les eaux. Alors, si elles sont tout à côté, ce bruit épouvantable peut créer directement des lésions à leur appareil auditif ou des lésions ou des hémorragies dans leur cerveau. On a retrouvé des animaux comme ça dans les premières autopsies qui avaient ces fameuses hémorragies internes dans la tête. Et puis surtout, mais aussi, si elles ne sont pas toutes à côté, même si elles vont entendre ce bruit, elles vont avoir atrocement peur. Et ben, elles vont faire comme nous, quand elles ont peur, elles vont se mettre à faire de la tachycardie. Ça va dérégler en fait tous leurs paramètres de plongée. Et elles vont essayer de fuir de façon désordonnée. Donc elles vont plonger trop profondément pour ce qu'elles peuvent supporter, ou elles vont remonter de façon beaucoup trop rapide. Voilà. Et donc, du coup, là, elles vont se faire ces fameuses bulles d'azote qui vont créer les fameux accidents de décompression. Et ces animaux-là, quand ils s'échouent, sont en général agonisants, sauf qu'il n'y a aucune plaie extérieure, on ne s'en rend pas compte. On essaye de les remettre à l'eau. On estime qu'ils sont complètement désorientés. On voit qu'ils reviennent, qu'ils ne savent plus leur direction, etc. En fait, ils sont en train de mourir. Ils ont des lésions terribles et ils ne vont pas survivre. Et ça, c'est lié directement à la peur provoquée par des sons impulsifs comme les sonars, comme la prospection sismique, comme les marteaux hydrauliques qui tapent sur les éoliennes offshore, les pieux d'éoliennes offshore qu'on enfonce, etc. Donc on a pris conscience de tout ça, et depuis maintenant un certain nombre d'années, il y a plein de protocoles qui commencent à être mis en place, mais ce ne sont que des protocoles incitatifs pour dire, quand vous faites ces essais, etc., montez le son progressivement. Vous devez d'abord vérifier s'il n'y a pas de mammifères marins à proximité, et avec des jumelles et avec des hydrophones dans l'eau, etc., etc. Donc on essaye en fait quand même de faire de plus en plus attention à ne pas blesser ces animaux. Bon, on imagine bien que quand on est on parle bien d'essai là, quand on est, ou de prospection, donc des choses qu'on peut ralentir ou faire d'une façon un peu différente. Quand on est dans une phase de guerre, comme ce qui se passe actuellement dans plusieurs mers du monde, on sait que les échouages là sont multiples et qu'on ne peut rien y faire parce que les animaux sont blessés irrémédiablement. Et oui, vous mentionnez la guerre en Ukraine. Des échouages de dauphins, de marsouins ont augmenté en mer Noire avec un nombre de 2500 cadavres retrouvés entre février et mai 2022. Ouais. Et tout cela à cause de la guerre en Ukraine. Et uniquement sur cette petite période. Tout à fait. D'autres dormeuses, j'ose pas imaginer. Mais bon, je veux dire, c'est extraordinairement secondaire, entre guillemets, par rapport au conflit qui se passe. Mais n'empêche que ce secondaire, entre guillemets, fait qu'on est en train de liquider toute la biodiversité qui régule l'océan, en fait. Qui est notre survie. Et tout à fait, et notre survie. Donc, c'est très grave. On peut mentionner aussi la baisse ou l'augmentation de la cadence des vocalises. Ça a été repéré aussi. Ça, c'est les mammifères marins qui peuvent s'adapter. Les mammifères marins peuvent s'adapter, eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment se dire, je suis très emmerdée par le bruit qui passe, ça me va pas, je vais parler différemment, pas au même moment, je vais essayer d'augmenter un tout petit peu le son ou de le baisser un tout petit peu, je vais faire des phases plus brèves, etc., etc. Mais si vous prenez les poissons et les crustacés, eux, ils sont absolument incapables de s'adapter. Et donc, du coup, eux, quand leur communication est masquée par le trafic maritime, eh bien, il est masqué et ils ne s'entendent plus. Oui, parce que ceux qui s'adaptent peut-être d'une manière ou d'une autre, en tout cas qui manifestent quelque chose, les rorquals, qui font des sauts dans l'eau plus fréquents, certains changent dans la façon de respirer, la vitesse de nage aussi. Et il y aurait des impacts sur la reproduction. Il y a sûrement des impacts sur la reproduction. On l'a vu pour les dauphins, effectivement, les fameux dauphins de la baie de Hong Kong. Lorsque ça s'est arrêté avec la Covid, en fait, ils se sont regroupés plus entre eux. Ils ont eu plus de temps pour socialiser, ils ont plus de temps pour échanger, donc plus de temps pour se reproduire calmement. Et donc, il y a eu un pic de naissance derrière qui après, a complètement disparu. Le pic de naissance, on est revenu sur très peu de petits à partir du moment où le trafic a repris complètement normalement. Parce que
qu'effectivement, ils ont plus de temps pour socialiser, quoi. Ils sont moins occupés à lutter pour survivre, pour manger, pour se déplacer, pour lutter contre ce bruit qui les oppresse. On sait très bien, par exemple, que quand on prélève les fesses de baleines à la surface, lorsqu'il y a dans des zones de fort trafic, eh bien, le taux de cortisol est très haut. Donc, il y a quand même un stress chronique qui les occupe quand même énormément. Et puis, elles dépensent beaucoup d'énergie. Tous ces animaux dépensent de l'énergie à survivre de façon basique, donc à moins socialiser, à moins se reproduire, à moins être occupés à faire ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils ont du temps et sont dans des conditions, on va dire, plus sereines biologiquement. Et encore, tout cela, c'est le résultat de recherches qui sont concentrées sur certaines espèces, mais il y en a tellement d'autres qui n'ont pas encore été expertisées. Donc il y en a tellement d'autres. On n'est qu'au début, en fait, on est qu'au début de ces résultats. Je vous propose d'écouter un autre reportage diffusé sur France 24 le 2 mai 2026. C'est l'échouage d'une baleine en Allemagne le 23 mars 2026. La baleine Timmy prend le large en mer du Nord et nage désormais librement, direction les côtes norvégiennes, puis vraisemblablement l'Atlantique et la mer Arctique. Elle laisse derrière elle les navires et la grande barge qui l'ont remorquée depuis les côtes allemandes. Le ministre de l'Environnement du Land concerné s'était déjà félicité il y a quelques jours de l'issue favorable de cette opération. Une opération de sauvetage de cette ampleur n'a jamais été réalisée en Allemagne. C'était pour nous une première expérience qui a été un succès, et c'est tant mieux. La baleine à bosse Timmy s'est échouée fin mars dans la baie de Wismar, sur la côte baltique allemande. Après plusieurs tentatives infructueuses pour la remettre dans des eaux plus profondes, des experts ont estimé que le cétacé, très affaibli, était condamné, jugeant inutile de s'acharner sur son sauvetage. Une dernière opération consistant à transporter l'animal dans cette barge jusqu'en mer du Nord a été présentée par 2 riches entrepreneurs. Un tel sauvetage, accepté par les autorités locales, n'a pourtant pas fait l'unanimité parmi les experts. Il y a des vétérinaires experts dans la manipulation des baleines sauvages et des baleines en captivité qui auraient pu être plus impliqués dans les discussions. Et eux n'auraient absolument pas recommandé ce type d'opération de sauvetage. D'une douzaine de mètres de long, la baleine Timmy présente quelques blessures superficielles dues au transport en mer agitée. Sa trajectoire est désormais suivie grâce à un émetteur GPS. Alors, ce reportage date du 2 mai 2026, mais le 16 mai, elle a été retrouvée morte près d'une île danoise. Les scientifiques avaient bien analysé, expertisé son état. Oui, tout à fait. De toute façon, elle avait un comportement erratique pas du tout normal. Là, pareil, on vient d'en trouver un petit rorqual, un jeune rorqual échoué sur les côtes françaises, je crois. À l'île de Ré. Voilà. Mais je pense que maintenant, ça n'était pas fait jusqu'ici, ça n'a pas été fait pendant très longtemps. Et maintenant, lorsque vous avez un animal comme ça, qui ne présente pas de lésions apparentes qui peuvent expliquer son échouage, on prélève l'appareil auditif et on va l'analyser pour vérifier s'il n'y a pas de lésions. Et on fait une autopsie. Dans le cas de ces 2 animaux, alors on parle de trucs un peu gore, mais dans le cadre de ces jeunes animaux, ils sont entre guillemets relativement frais, les cadavres sont relativement frais, ce qui permet quand même de faire progresser la science parce qu'on peut faire des autopsies complètes qui permettent de voir ce qui s'est passé. La priorité des priorités, j'en parlais avec des vétérinaires, c'est quand même de vérifier s'il n'y a pas une maladie, des bactéries, quelque chose de grave qui se passe. Voilà, il faut éliminer ça, puis ensuite on recherche vraiment ce qui s'est passé. Voilà. Oui, ça peut être le son, dans ces cas-là, ça peut être effectivement un son. En cherchant justement à savoir ensuite s'il n'y avait pas des activités humaines spécifiques. Tout à fait. Pour essayer d'améliorer au moins cette coexistence entre humains et vivants non humains. Le bruit, une pollution sonore qui est reconnue depuis peu. Très peu. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les législations, les décisions, grosso modo, qui ont permis peut-être de reconnaître et d'encadrer le bruit en mer? D'où viennent ces améliorations? En fait, les améliorations, elles sont venues déjà du fait qu'il a fallu reconnaître que le bruit en mer était une pollution. Et ça a mis du temps. En fait, ça a mis entre 1974 et 2005, très précisément. Et on a d'abord parlé d'énergie. En fait, on ne citait pas le bruit. C'était quand même compliqué parce que ça remettait en cause, effectivement, les activités militaires et puis le trafic maritime. Donc, on parlait d'énergie. On pouvait donc rentrer le bruit dedans. On a parlé d'énergie très, très longtemps. Et puis, en 2003, le secrétaire général de l'ONU a dit pour la première fois que le bruit pouvait être une pollution. Et ce n'est qu'en 2005 que l'expression pollution sonore d'origine anthropique est apparue et qu'on a dit que le
le bruit sous les eaux était réellement une pollution. Et il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de mesures. Il y a des mesures incitatives dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que puisqu'il y a d'énormes pressions en fait, de grosses associations sur en fait, les industriels et puis sur les militaires, donc il y a toutes ces procédures de mitigation où on essaye de faire moins de bruit, moins fort, progressivement, etc., etc. Les éoliennes, on s'est rendu compte de ce qui se passait. De toute façon, actuellement, on est en train d'essayer de monter des éoliennes flottantes qui sont arrimées beaucoup plus loin et dont les chantiers sont moins bruyants. Mais là aussi, vous avez des cabinets de conseil maintenant qui sont là pour surveiller les bruits. Il y a des seuils de bruit létaux qui ont été mis en place par des scientifiques en disant qu'on sait maintenant que pour les mammifères haute fréquence et basse fréquence, eh ben, ces seuils sont létaux et qu'il ne faut absolument pas les dépasser lorsqu'on fait des chantiers. On a mis des seuils de bruit létaux aussi pour les poissons. Les poissons sont nos ressources halieutiques, donc c'est quand même très très gênant si on les détruit ou on les fait fuir. Les pêcheurs ne sont pas du tout contents. Donc ça, c'est les incitations qui sont assez importantes. Et vous avez en fait des obligations indirectes qui sont nées du souci de décarboner les navires. En fait, nous avons des obligations très précises à ce niveau-là. Et le fait de décarboner les navires fait qu'en fait, on diminue le bruit. Parce que qu'est-ce qui fait consommer les bateaux ? C'est leur moteur, le fait que leur coque glisse plus ou moins bien sur l'eau, le fait que leur hélice est plus ou moins bien réglée, donc cavite ou pas. Et en fait, s'ils commencent à améliorer tout ça, c'est-à-dire si ils mettent du vélique en plus du moteur, s'ils améliorent leur aérodynamisme, s'ils mettent des murs de bulles parfois même sous les moteurs, s'ils virent les vibrations, si l'hélice est super bien réglée, eh bien tout ça fait qu'ils consomment moins effectivement d'hydrocarbures, certes, mais qu'ils font aussi beaucoup moins de bruit. Donc là, en fait, on a une action directe, enfin indirecte, mais directe sur le bruit, grâce à ce souci d'avoir de moins en moins recours à ces énergies fossiles. Des scooters de mer silencieux, alors, on peut en rêver. On peut rêver, mais surtout, le but de ce genre de livre, de ce genre d'émission, je trouve, parce qu'on peut se dire, ok, le bruit sous-marin, mais moi, je suis pas concernée, je conduis pas de supertanker, je suis pas un armateur, voilà, c'est pas mon truc. Eh bien, si, se rendre compte déjà que les animaux marins communiquent entre eux et que ce sont des animaux qui ont besoin du son, c'est quelque chose, on les regarde différemment, on regarde l'océan différemment. Ça, c'est un premier point. Second point, on a beaucoup de navigateurs autour de nous et on a beaucoup de gens qui ont envie d'essayer des scooters de mer. Un scooter de mer, c'est très utile comme annexe entre un bateau et le rivage. Pourquoi pas ? Faire des ronds dans l'eau devant les plages, c'est une catastrophe pour les humains déjà, je trouve. Oui, sur la plage, on les entend grandement, voilà. On va le dire. Et alors, sous les eaux, c'est épouvantable. Et puis, quand on a son bateau, qu'on aime faire du bateau et qu'on a un bateau à moteur, bah, peut-être que, et à voile, peut-être qu'on met le moteur un peu plus tardivement. Peut-être qu'au moment d'acheter un bateau, on va se dire, bah, on va peut-être repartir sur la voile. Je pense que ça peut derrière changer les comportements individuels. Alors, ce qui a été mis en place aussi à l'initiative du Fonds international pour la protection des animaux, c'est la campagne des vitesses bleues. Mais vous nous expliquez que plafonner les vitesses, ralentir, ça peut être efficace, mais pas toujours, selon l'équipement du bateau. En fait, AIFO a fait un boulot sur le bruit depuis toujours, depuis des années, absolument extraordinaire. Et je salue Aurore Morin, qui est la spécialiste de ces campagnes-là et qui fait un boulot fabuleux et qui connaît son sujet sur le bout des doigts. Et effectivement, AIFO a dit qu'il fallait ralentir les bateaux et que c'était une des solutions pour le bruit. Alors, moi, je suis un tout petit peu plus mitigée, mais ils ont quand même raison sur un point très précis, c'est qu'en fait, ralentir les bateaux va éviter des collisions avec les mammifères marins. Et les collisions avec les mammifères marins, il y en a 20 000 répertoriés par an, mais on sait qu'il y en a beaucoup plus. Donc, le ralentissement est quelque chose d'intéressant. Après, tous les bateaux n'ont pas vocation à ralentir parce que vous avez, et là, je vais être un peu technique aussi, vous avez à peu près 20 000 bateaux de notre grosse flotte qui sont des bateaux à hélice à pas variable qui ne sont faits que pour avoir deux vitesses, celle du port et celle de leur navigation. Et si vous le contraignez à ralentir pendant qu'ils naviguent, en fait, ça va gauchir leur hélice, ça va abîmer l'hélice et ils vont faire beaucoup plus de bruit. Donc, cette mesure est tout à fait valable pour beaucoup de bateaux, mais pas tous les bateaux. Voilà, la campagne a quand même tout son intérêt pour les collisions et elle a été très bien portée, elle a été très intéressante, elle a permis de communiquer sur le bruit sous-marin et sur les problèmes que rencontraient les baleines quand elles rencontraient fortement un bateau alors qu'il nageait dans des directions contraires. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être un autre son que vous voulez nous faire entendre, celui des
harengs, peut-être? C'est les harengs. Oui, C'est les harengs qui est très rigolo. C'est un son de poisson. C'est un spécialiste, Jean-Paul Lagardère, qui me l'a passé. Les harengs ont ceci de particulier, c'est les poissons, ils ont une petite vessie gazeuse. Les poissons qui peuvent, spécialistes de l'écoute, on va dire, ils ont une petite vessie gazeuse qui amplifie le son, etc. Et les harengs, leur petite vessie gazeuse, elle est reliée à leur œsophage et à leur anus, qui veut dire qu'ils absorbent de l'air qui ressort sous forme de paix. Et ça permet de faire la cohésion des groupes de harengs où ils se retrouvent avec ces petits tic-tic-tic. Je n'aurais pas imaginé. Moi non plus. Et ça a fait une grosse recherche parce que pareil, je ne sais plus quelle marine s'est dit mais mon Dieu, c'est quoi ce bruit? Et donc du coup, vous avez des chercheurs qui ont planché sur le truc et qui ont fini par comprendre le phénomène. Est-ce qu'aujourd'hui, Laurence Paoli, votre oreille justement n'est plus la même quand vous êtes en milieu marin? Alors, j'ai des bouchons quand je nage dans l'eau, donc mon oreille est la même actuellement. Mais en revanche, mon regard, lui, n'est plus du tout le même. Mon regard n'est plus du tout le même et ça me fascine encore plus qu'avant. Et oui, je me dis que tous les poissons que je croise, là, les bancs, etc., ils parlent entre eux. Enfin, en tout cas, ils parlent. Je ne suis pas scientifique quand je dis ça, c'est très anthropomorphique. Mais en fait, ils échangent entre eux un peu à ma façon. Et je trouve ça absolument fascinant d'imaginer ça, en fait. Que reste-t-il à faire selon vous? Il faut chercher, il faut donner les moyens aux scientifiques de mener des recherches poussées, de plus en plus poussées. Il faut les laisser faire, il faut continuer à avancer dans ce sens-là. Il faut vraiment continuer à donner toute sa place à la science et aider les scientifiques avec des crédits de recherche, qu'ils soient privés ou publics. Et en général, j'aime bien quand il y a les deux parce que ça permet de garder cette indépendance de la recherche. Eh bien, il faut vraiment se dire qu'il faut pousser ces laboratoires. Mutualiser les savoirs. Mutualiser les savoirs. Ce milieu-là les mutualise et c'est un milieu très particulier. Et quand j'ai assisté à quelques colloques, j'étais absolument abasourdie et très heureuse de voir ça parce qu'en fait, tout le monde, ils ont tous besoin des informations qu'ont les autres. Les ingénieurs ont besoin des cétologues, qui ont besoin des ichthyologues, qui ont besoin des spécialistes des crustacés, qui ont besoin des armateurs, qui ont besoin des acousticiens, des bioacousticiens et des mathématiciens. Et donc, du coup, vous avez ces colloques où ils se retrouvent tous, alors qu'ils n'ont pas vocation à être ensemble, sur ce sujet de l'océan qui les animent tous de la même passion et de la préservation des fonds marins. Et en plus, ce qui est marrant, c'est comme ils ne parlent pas le même langage, eh bien, ils font des communications qui sont extraordinairement pointues, mais en même temps accessibles et absolument passionnantes, où ils se passent le savoir les uns aux autres pour justement agir dans le même sens. Ça, c'est extraordinaire. Et surtout, c'est une lutte multiple, il faut le rappeler, à mener pour sauver l'océan et ses espèces vivantes. Lutte contre le réchauffement climatique, contre les pollutions en général, puisqu'il y a aussi les pollutions plastiques, aux métaux lourds, pollutions pétrolières et autres, et puis contre la pollution sonore. Mais cette pollution-là, quand elle s'arrête, les choses reviennent à leur normale tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et ensuite, cette pollution-là, contrairement aux autres, elle oblige à se pencher sur ces espèces pour mieux les comprendre. Et ça, c'est merveilleux. Et interdire de nouveaux chantiers d'extraction sous-marine aussi, peut-être? Parce que la quête des métaux rares, on le sait, avec l'envie de mener dans les grands fonds les polymétalliques avec cette histoire d'oxygène noir. Les prospections à plus de 6000 mètres pour retrouver de nouveaux champs d'hydrocarbures, ça, c'est très grave. Il faut en savoir beaucoup plus sur ce qui se passe au fond pour ne pas déréguler davantage encore cet équilibre subtil qui nous est essentiel. Avec vous, allez encore un dernier retour d'expérience le jeudi 5 octobre 2023 en compagnie de Hervé Glotin au large de Marseille pour partir découvrir les fonds sonores de la zone côtière qui longe Marseille, Toulon, Cassis. Racontez-nous. Hervé Glotin, c'est donc l'université de Toulon. Alors lui, c'est un type assez extraordinaire qui bosse beaucoup avec François Sarano, entre autres sur les cachalots, et qui travaille beaucoup à créer des bouées sous-marines, en fait des mouillages sous-marins qui permettent d'enregistrer en fait plein de paramètres. Il ne veut pas fixer les tags sur les animaux. Lui, il met des bouées sur les passages des animaux pour avoir des informations. Et il fait une sortie avec ses étudiants sur un bateau une fois par an pour leur faire écouter. Il a son ordinateur et leur faire écouter les sons. Et donc, j'avais été invitée à cette sortie-là. C'était génial. Alors, j'espérais voir des cachalots. Je n'ai vu entre guillemets que des dauphins, mais autant vous dire que quand j'ai vu et entendu les dauphins en même temps, pendant qu'Hervé Glotin nous montrait sur le sonogramme qu'il avait sur son ordinateur, les pulsions, les sons,
poissons, etc. J'étais folle de joie, mais j'étais pas la seule. Tous les étudiants étaient fous de joie aussi. Émotion partagée, joie partagée par tous à bord du bateau pour vivre ces épiphanies de nature. Merci beaucoup Laurence Paoli. Avec vous, nous avons pu entendre ces voix de l'océan et mieux les comprendre, peut-être pour mieux les défendre. Les voix aussi des chercheurs, des spécialistes qui vouent la vie et leur vie à ces espèces marines. À lire votre livre Le Chant perdu des baleines, paru chez Actes Sud. Et puis bien sûr, vous retrouvez toutes les informations, la biographie sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet et via l'appli Radio France. N'hésitez pas à la télécharger. Merci.